Sur le ton local. Je suis Nancy Macri et toujours en compagnie de ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a quelqu'un de très généreux qui vient de nous parler de son histoire de vie. Sans plus tarder, je vous le présente, Nicolas. Nicolas, raconte-nous, c'est quoi ton histoire à toi? Premièrement, je vais vous remercier de m'avoir invité pour pouvoir prendre la parole ce soir. Je m'appelle Nicolas, j'utilise les pronoms masculins en français et j'utilise les pronoms des dames en anglais. Et je suis une personne non binaire. Mon histoire de vie commence il y a quand même assez longtemps. J'ai 36 ans, donc il y en aurait long à raconter. Mais je vais y aller avec les éléments principaux. Je fais partie de la communauté LGBT. Ça fait longtemps que je m'y identifie aussi. Tout ça a commencé quand j'avais à peu près 11 ans, ben, je dis 11 ans, mais c'est pas vrai, là. Je me suis toujours senti comme un enfant différent. Tu sais, quand on appelait les garçons faites ci, les filles faites ça. Je suis tout le temps comme fait comme. Mais je veux pas aller faire les trucs de gars, je veux pas aller faire du sport. Ça me tente d'aller jouer à poupée avec mon ami. Ça me tente de faire ces trucs-là. Mais je m'identifiais pas plus comme étant une fille non plus. Euh, Quand la première fois que je tombais en amour, à l'âge de 11 ans, j'avais rencontré un gars, c'était quelqu'un de super beau, super gentil. La plus belle chose que je pouvais vivre de ma vie, c'était de tomber en amour. Puis c'était la pire en même temps parce que je tombais en amour avec un gars. Puis même si ma mère est en couple avec une femme depuis peu à ce moment-là, je trouvais que j'étais comme bizarre et que je fitais pas. Je me disais que les gens m'aimeraient pas pour qui je suis. C'était quelque chose de vraiment difficile. Puis, tu sais, on était une famille reconstituée, on était 6 enfants. J'ai un frère, j'ai 4 demi-sœurs qui sont toutes super ouverts, mais j'avais l'impression que comme ça avait comme passé correct avec ma mère, ça passerait comme moyen avec moi. Comme si c'était de leur rajouter quelque chose sur les épaules à de leur dire qui j'étais réellement. Vers l'âge de 13 ans, ça devenait un peu insupportable de vivre un peu dans le secret, de tout le temps tu sais, de surveiller ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on le dit, puis là, de se rappeler qu'est-ce que j'ai dit à quelle personne, tu sais, parce que pendant ce temps-là, même si tu catches que tu n'es pas hétéro, ben, tu continues à jouer le rôle du parfait petit hétéro puis du parfait petit garçon cisgenre. Cisgenre, c'est le terme qu'on utilise pour définir une personne qui s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance. Donc, je jouais parfaitement mon rôle du mieux que je pouvais. Mais à un moment donné, c'était trop pour moi. C'était envahissant. Puis plus que tu essaies de le refouler, plus que ça remonte à la surface. Fait que finalement, éventuellement, j'avais écrit une lettre pour ma mère que j'ai gardée dans mon étui à crayon pendant 2 semaines parce que j'avais pas le courage d'y donner, tu sais. Puis, tu sais, quand quelqu'un te demande de te prêter un crayon, puis là, qui pogne ton étui à crayon, c'est comme non, pogne pas ça, fais pas ça. Fait que je vais te donner mon crayon, c'est non, tu sais, tu fouilles pas dans mon étui à crayon, c'est personnel, ça. Pour finalement attendre un soir où est-ce que mes demi-sœurs étaient couchées, mon frère vivait juste chez mon père. Fait que pour avoir un moment privilégié avec ma mère et sa copine, puis de leur donner la lettre. Où est-ce que je leur ai donné? Je l'ai comme pitché dans le salon, puis je suis allé me cacher. Parce que j'avais vraiment peur de qu'est-ce qu'allait être leur réaction. Puis malgré que j'avais des privilèges, que ma mère, d'un regard extérieur et mature aujourd'hui, elle m'aurait jamais renié, là. Mais de ma crainte, de mon anxiété. Je n'étais même pas capable de me projeter dans l'avenir. Le fait que ça sorte de ma bouche, ces mots-là, ou que je les ai écrits, c'est comme si je ne pouvais plus les rattraper après ça. Puis finalement, ma mère a eu la meilleure réaction au monde. Tu sais, ça a été super accueillante de qui j'étais. Sa copine aussi. Puis après ça, j'ai commencé graduellement à me dévoiler aux gens qui m'entouraient. Ça s'est vraiment fait très lentement. Tu sais, mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui, j'ai dévoilé à 13 ans. Puis, tu sais, ça a eu un impact positif sur le fait que j'ai envie d'en parler aux autres par la suite. Puis, je-
jusqu'au moment où est-ce que j'atteins mes 19 ans, où est-ce que, tu sais, j'arrive au cégep vers la fin de mes 18 ans, puis que là, je tombe comme dans l'extrême où est-ce que là, toute la planète doit le savoir, je vais le crier haut et fort qui je suis, puis tu sais, ça faisait même que quand je me présentais, c'était comme «Salut, je suis gay, puis je m'appelle Nicolas», tu sais. Mais à ce moment-là, il y a comme un phénomène qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est que qui que j'étais, j'ai arrêté de le porter comme une blessure, puis j'ai commencé à le porter comme une armure. Fait qu'en le crachant à qui mieux, et en le criant haut et fort, ben ceux que ça faisait pas leur affaire allaient se tasser. Euh, je l'ai sauté un peu rapidement, mais pendant mon secondaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. J'ai reçu de la violence physique, du harcèlement psychologique, dans laquelle l'école n'a pas voulu se mobiliser. C'était comme vraiment un régime de terreur. C'était même un miracle que je finisse mon secondaire, là. J'étais bon à l'école, j'aimais l'école, mais le contexte faisait en sorte que c'était difficile. Fait que à mes 19 ans, je finis par faire mon coming out à mon père, qui était la dernière personne au monde à le savoir. J'avais tellement peur de sa réaction parce que, tu sais, ma mère a été sa seule blonde de toute sa vie, puis elle l'a laissé pour une femme, fait que là, je voulais pas qu'il blâme ma mère, je voulais pas qu'il me dénigre, puis finalement, un soir que j'avais bu un peu trop, ça a sorti comme tout seul. C'est comme, j'ai quelque chose à te dire. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus revenir en arrière. Les mots ont été dits. Puis j'y ai dit que j'aimais les garçons. Puis mon père m'a juste dit, ben, tu sais, dans le fond, mon gars, l'important, c'est que tu n'as pas de regrets dans la vie. Fait que, tu sais, vis ce que tu as à vivre, puis il n'y en a pas de problème. Fait que pendant 6 ans, j'ai eu peur de la réaction de mon père, mon père a été super open. Fait que, tu sais, ça s'est super bien passé. Dans mon parcours, je suis allé étudier au cégep en arts visuels parce que j'étais attiré par ça. Je voulais devenir peintre, je voulais devenir artiste. Je suis sorti de là, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Ce que ma mère avait vraiment peur qui arrive en allant étudier en art. Fait que, puis j'ai commencé à travailler dans les camps de jour. Puis, vous avez eu le témoignage de Noël, là. C'est là que je l'ai rencontré, qui est devenu mon ami aussi, dans les camps de jour. Moi, ça m'a vraiment aidé à me développer une estime personnelle, à avoir confiance en moi, de voir que, tu sais, on me confie des enfants, puis on me fait confiance pour prendre soin de ces enfants-là. Puis moi, ça venait nourrir un côté très féminin chez moi de m'occuper d'enfants. Tu sais, j'étais comme le parent poule, puis, tu sais, je prenais soin des enfants, il y avait de la peine, je les consolais, il y avait envie de jouer, on jouait ensemble, c'était vraiment motivant comme travail. Et à un moment donné, quelqu'un m'arrive et me dit: «Hey Nicolas, ça te tente-tu d'aller étudier en psychoéducation?» Fait que là, je fais comme: «Ah, ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça mange en hiver de la psychoéducation?» Fait que j'ai fait une demande à l'université de laquelle j'avais vraiment aucune attente. Puis finalement, j'ai été accepté dans le programme. Puis je pense que j'ai vécu de la discrimination positive parce que dans le programme, il y a très peu de gars. Fait que comme j'étais né assigné garçon, je me présente comme un homme à ce moment-là. Ben, d'après moi, j'ai eu de la discrimination positive, un privilège de pouvoir être accepté dans ce programme-là. Puis, de fil en aiguille, en faisant mes stages, je me suis ramassé au Centre d'amitié, là où je travaille actuellement, dans le programme LGBT. C'était mon 14e choix de stage. J'ai été refusé parce que dans certains milieux, parce que j'étais un gars, j'étais une première année, j'étais en psychoède, prenais pas de psychoède. J'avais été accepté dans un programme, à l'époque, on appelait ça trouble envahissant du développement, au CLSC. Ils m'ont rappelé comme 2 semaines avant le début de mon stage, puis ils me disent: ben finalement, la personne qui peut te prendre en stage est partie en congé maladie, donc bonne chance, tu nous renverras ton CV quand tu auras fini. Et après ça, les milieux de stage étaient tous déjà pleins. Fait que là, mon superviseur de stage fait: ben, il y a une place au centre d'amitié, la veux-tu? Fait comme, ouais, ok, j'ai rien à perdre. Puis finalement, j'ai vraiment trippé au centre. Tu sais, je me sentais pouvoir être moi-même, chose que je ne pouvais pas faire depuis longtemps, parce que tu sais, je travaillais dans des magasins entre-temps, dans les camps de jour, puis tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de plus excentrique, j'ai aimé les choses, tu sais, j'ai les cheveux mauves, dans mon look vestimentaire, je ne m'habillais pas comme monsieur, madame, tout le monde, puis je pouvais vraiment exprimer qui j'étais.
Fait que ça m'a permis de prendre contact avec le moi intérieur, de pouvoir être la personne que j'étais, puis que j'ai toujours voulu être. À l'époque, j'ai travaillé au centre d'amitié, on avait parce qu'après mon stage, j'ai été engagé. J'ai fait l'hébergement d'urgence, on avait un espace pour les personnes itinérantes, j'ai fait café de rue. Malheureusement, ces services-là sont fermés aujourd'hui. C'est plus nous autres qui portent ce mandat-là. Puis quand tous ces postes-là ont été abolis, mon boss a dit j'aimerais ça partir un volet de prévention des ITSS auprès des hommes qui ont des relations sexuelles auprès d'autres hommes. Fait que là, il me pitch là-dedans. Puis là, moi, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? J'ai aucun intérêt de faire ça. Ça n'a comme pas rapport. Fait que là, je me cherchais un autre job en attendant, puis j'avais aucun retour d'appel. Puis finalement, de fil en aiguille, je fais des propositions à mon boss et je dis à mon boss, j'aimerais ça partir des services pour la communauté LGBT. Parce que si les gens sont mieux dans leur peau, je vais être capable de faire de la prévention des ITSS de cette façon-là. Fait que je partais de vraiment loin, puis mon boss a décidé de me laisser une chance, puis on a parti plein de beaux programmes que je parlerai éventuellement. D'un autre part, dans ma vie personnelle, pendant ce temps-là, un peu avant que je rentre au centre d'amitié, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Henri. C'est mon conjoint aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a même une maison ensemble. On a des animaux. On a notre meute qu'on appelle. Puis, je cherchais un gars qui était ouvert d'esprit, je cherchais un gars qui connaissait aussi le domaine dans lequel j'étudiais. Puis, lui, il correspondait à ça. Il travaillait à ce moment-là comme intervenant de crise dans un organisme communautaire à Laval, qui est le centre de crise de l'îlot. Fait que, on avait beaucoup de sujets de conversation. Puis quand on s'est rencontrés, c'était comme la communication était déjà établie. C'était vraiment simple. Puis toutes mes relations avec des gars avant ça, ça a été vraiment de la crotte. Ça a été difficile. Des gars qui n'étaient pas super fins. Puis, quand tu n'as pas d'estime personnelle, des fois, tu restes dans des relations qui sont malsaines. Puis finalement, je considère aujourd'hui d'être dans une relation saine avec mon conjoint que j'aime toujours autant que quand on s'est rencontrés. Puis là où est-ce que les choses se compliquent un petit peu plus, c'est il y a à peu près 5 ans, j'ai fait une dépression. J'ai été en arrêt de travail. Puis, à force de travailler auprès de la clientèle trans, non-binaire, là, j'avais plein de questionnements qui volaient dans ma tête. Puis, c'était des questionnements que j'ai toujours refoulés depuis toujours parce que je devais être un gars, mais j'ai jamais fité. Je me rappelle d'un camp de jour, on avait des fois des soirées thématiques pour gars et pour filles. Puis pour les moniteurs, là, on avait genre soirée cigare et poker pour les gars et soirée masque de beauté et concombre pour les filles. Puis là, j'étais comme, mais j'ai pas envie d'être dans ça ou dans l'autre. Puis, si je vais dans l'autre, comment je vais être perçu, comment ça va être rapporté, etc. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, il y a à peu près 5 ans, des gros questionnements. Je ressors de ce questionnement-là en restant un peu refoulé, mais en décidant d'exprimer un petit peu plus ma féminité. Puis un jour, je m'en vais à Sherbrooke pour la job avec un collègue qui s'appelle Olivier. Puis on a assisté à des conférences. Moi, j'allais animer un panel, mais il y avait plein d'autres conférences après. Puis j'ai assisté à une conférence qui s'appelle La non-binarité et les services non mixtes. Je suis sorti de là en colère. J'étais comme, bon, ça y est, une nouvelle affaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des gens qui veulent se sentir spéciaux, puis etc. Fait que là, je parle de ça avec Olivier qui fait le même travail que moi, mais dans un autre organisme. Puis, à la fin de la conversation, je pense que je suis non-binaire. Fait qu'après toute cette colère-là, toute cette déception-là, tout ce que j'avais vécu, puis c'est comme si tout qui avait été dans ma vie, toute cette dualité-là entre mon côté féminin, mon côté masculin, ça faisait du sens, puis qu'il y avait un mot qui avait été inventé pour parler de qu'est-ce que je suis comme individu. Puis là, j'ai commencé à comprendre que qui je suis, c'est valide, que mon identité est valide, puis que ça fait du sens. Mais là, je n'étais pas encore prêt à en parler à
toutes les autres. Ça a pris vraiment un bout de temps. J'ai refoulé ça encore une fois en sortant de là. Ça a été comme difficile, mais tu sais, je jouais bien mon jeu. Puis, tu sais, ça faisait pas que les gens que j'accompagnais, qui étaient non-binaires ou trans, je les accompagnais moins bien. Je les comprenais, puis d'une certaine manière, je les enviais aussi. Fait que, tu sais, des encourager à être qui ils étaient, je me disais, ben, c'est un peu de m'encourager moi-même à être qui je suis aussi. Donc, éventuellement, je m'en vais avec une autre collègue qui est Marie-Josée à Québec, assister à une conférence de 3 jours sur la diversité sexuelle et de genre. Puis, je ressors de là dans le même état que quand j'étais allé voir l'autre conférence. Puis là, sur le chemin du retour en revenant de Québec, moi, j'étais à Montréal, ça fait qu'on avait pas mal de route à faire. On jase, moi puis Marie-Josée, puis là, tu sais, je dévoile plus officiellement, ben, je suis non-binaire. La conférencière qui avait donné la conférence aussi, j'ai parlé avec. Moi, je la connaissais déjà, fait que c'était pas comme coucou, je suis non-binaire, je pitch ça. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà un lien, fait que, tu sais, fait que c'était comme facile de lui dévoiler. Mais ce qui a été vraiment tough, ça a été de dévoiler ça à mon conjoint. Parce que là, j'étais rendu à un point où est-ce que j'avais l'impression de mentir sur ma relation. J'avais l'impression de lui cacher une partie de moi. Fait que mon conjoint, depuis là, mon coming out avec mon conjoint remonte il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Là. C'est un peu avant la pandémie. Ben, c'est avant la pandémie, mais quand c'est un peu flou. Là. La pandémie, on dirait que ça fait 1000 ans qu'elle dure. Là. Mais, mais je je pars à pleurer en soupant. Mon chum fait comme qu'est-ce qui se passe? Comme pas dans ton habitude de pleurer en soupant. Je fais comme il faut que je te dise quelque chose. Puis, chose que j'ai pas dit, c'est que mon conjoint maintenant travaille comme travailleur social au GRS à Montréal, qui est l'endroit où est-ce qu'ils font les chirurgies pour les personnes transgenres et non-binaires. La seule endroit au Québec qui font ces chirurgies-là. Fait que, tu sais, il était quand même bien informé sur, sur qu'est-ce que c'était. Fait que là, je lui demande juste qu'est-ce que tu connais des personnes non-binaires? Puis il m'a dit, ben, c'est des personnes dont l'identité ne correspond pas au masculin et au féminin. Je fais, ben, je suis non-binaire. Il fait, juste ça? OK, je pensais que tu allais me dire que tu m'as trompé, tu sais. Fait que finalement, tu sais, ça a super bien été accueilli. Euh, j'ai une belle réception de mon conjoint. J'en ai parlé à mon meilleur ami par après ça, mon ami Philippe, puis avec un groupe d'amis qu'on a, ça a bien été reçu. Je dois dire, je n'ai pas officiellement fait de coming out au restant de la planète, par exemple. Tu sais, ça arrive que tu sais, ça va sortir dans des conversations, mais je suis rendu au point où est-ce que, tu sais, oui, je vais en parler ouvertement, je le cacherai pas, mais je ne vais pas nécessairement le pitcher en plein visage de tout le monde tu sais, quand ça n'a pas lieu d'être. Euh, Puis, c'est ça, je trouve que je me sens plus authentique avec moi-même. Je me donne le droit d'être qui je suis, d'avoir l'expression de genre que j'ai. L'expression de genre, c'est comment je me présente aux gens, tu sais. Fait que j'essaie d'avoir une apparence la plus androgyne possible. Mais tu sais, je fais 6 pieds 2, je pèse 230 livres. Fait que des vêtements qui me fit, qui sont androgynes, il n'y en a pas tant. Fait que je fais ce que je peux avec mon expression de genre, mais c'est pour ça que maintenant, tu sais, je me permets d'avoir des ongles, je me permets d'avoir les cheveux longs, puis de porter les couleurs que j'ai envie de porter, puis d'être moi-même, dans le fond. Puis, tu sais, si j'avais un message à distribuer aux gens, à dire aux gens, c'est que tu peux être toi-même. C'est peut-être difficile en ce moment, mais il y a une lumière au bout du tunnel, puis c'est gagnant d'être toi-même. Parce que si tu es authentique avec les autres, tu vas être authentique envers toi-même, puis ça va te permettre d'avoir des relations plus franches, plus honnêtes, plus profondes aussi et moins superficielles. Puis, dans le fond, ton identité, qui que tu es, elle est valide. Puis ça, c'est important. Quel beau message d'espoir. Merci énormément, Nicolas, d'avoir pris ce temps-là, puis d'avoir été aussi transparent sur ta réalité, sur tes obstacles que tu as dû traverser. Puis moi, je suis vraiment en gratitude d'avoir pu te rencontrer, puis que tu puisses partager ça avec nous. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis,
j'ai vraiment envie de partager mon histoire. Je dois dire que j'ai certains privilèges, que j'ai peut-être plus de facilité que d'autres personnes, puis je veux pas invisibiliser les réalités qui sont plus difficiles que les miennes, mais c'est mon histoire, puis je l'aime. Oui, vraiment. Puis c'est extraordinaire. En fait, de un, on en a appris énormément pour ceux qui ne connaissaient pas justement le côté non-binaire. C'est aussi une façon de pouvoir exprimer qu'est-ce que c'est exactement parce que c'est un terme qui est né dans les années 2010, 2020 environ. Même, je dirais autour de 2015, là, que moi, les premières fois que j'ai été exposé à ce terme-là, là, mais c'est tout récent. Là. C'est vraiment récent. Ouais. Vraiment. Fait que c'est hyper intéressant de pouvoir voir, en fait, cette réalité-là. C'est extraordinaire. Un gros merci, Nicolas. Puis toutes les personnes Ça me fait plaisir. Qui veulent justement te contacter, qui ont des questions, toutes tes informations vont être dans la barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir directement aller contacter Nicolas. Un gros merci encore. Puis, c'est certain qu'on se reparle dans une autre entrevue pour parler de tes services que tu offres, justement. Oui, super. Merci beaucoup.